Et bonjour, bienvenue pour ce direct de rencontre d'auteurs pour ce live avec Fatima Kerouche, donc que je vais bientôt inviter. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, rapidement, je suis Pascal Battistelli, je suis auteur et j'ai créé il y a un an ma micro-société d'accompagnement d'auteurs artistes et particuliers. Bonjour Fatima, et particulier projet d'écriture. Et donc j'organise tous les mois un live avec un auteur. Bonjour Fatima, comment tu vas? Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs. Écoute, je vais très bien, merci. Voilà. Alors, est-ce que tu m'autorises 2 secondes? Je vais fermer la fenêtre parce qu'il y a du bruit et que les automobilistes ne sont pas gentils avec moi. Et voilà, me revoici. Comment vas-tu Fatima? Eh bien, écoute, très bien. Et toi-même? Bien, je suis heureuse de t'accueillir. Alors, du coup, je voulais te présenter, parce que bon, moi, je me suis présentée rapidement, comme quoi j'étais auteur, en même temps, je travaillais dans la gestion administrative et que j'avais créé ma micro-société 3ABP pour accompagner les particuliers et les auteurs dans leurs projets d'écriture. Et donc, Fatima, toi, tu es un peu connue comme le loup blanc. Donc, tu es née dans la région parisienne. Et ta famille est originaire de Kabylie en Algérie, plus précisément du village de Guindouz. Est-ce que je le prononce bien? Oui. Super. Et donc, tu as une formation. Alors, c'est Guindouz, je le rappelle pour ceux qui nous regardent, c'est le pays de Taos Amrouche, c'est ça? Voilà, pas très loin. En fait, pas très loin du village Irilarli, qui est celui de Taos Amrouche, la sœur de Jean Amrouche. Voilà, très connu. Certainement nos auditeurs, oui. Donc, tu as une formation littéraire, juridique, tu es journaliste territorial à la ville de Montpellier et à la métropole de Montpellier. Donc, on peut dire que tu es vraiment écrivain à 200%. Et par ton écriture et ta recherche autour des contes berbères, tu souhaites contribuer à faire connaître toutes ces valeurs d'une culture qui est millénaire. Et tu as créé ce personnage qui commence à quand même être connu dans le coin, à travers la Méditerranée, Ninis, la petite berbère, là, qui voyage pas mal entre les 2 rives. Et donc, tu abordes plein de sujets avec légèreté, avec gravité, enfin, tous les thèmes qui touchent à l'humain, de toute façon, que ce soit l'amour, la danse, le deuil, enfin, tous ces thèmes-là. Et toutes ces histoires sont inspirées donc vraiment du patrimoine culturel berbère. Donc, moi, ce que je voulais souligner quand même, c'est que tu es lu par les enfants d'Algérie, c'est ça, dans les programmes scolaires. Ah oui. Et tu as été invité à plusieurs reprises sur des résidences, sur des ateliers d'écriture avec des collégiens, des enfants. Et ton travail a été étudié, si je ne m'abuse, dans un ouvrage à l'Harmattan. Ah oui, chez l'Harmattan, ben voilà. C'est l'ouvrage de Najib Redouane et de Yvette Benayoun et franco-maghrébine, Autre voix, écriture autre. Voilà, chez l'Harmattan. C'est un ouvrage assez conséquent, oui, dans lequel une universitaire de l'université de Blida, Madame, comment elle s'appelle, Madame Bouzidi, a étudié mon travail, voilà, à ma grande surprise. Donc, plusieurs femmes, voilà, les voix franco-maghrébines. Ah, c'est génial. Ça fait quel effet? Ah, ben, surtout que je l'ai appris un peu par hasard. Ben, j'étais assez fière, oui, assez fière. C'est super. Alors, aujourd'hui, l'objectif de cette rencontre littéraire, c'est à la fois d'aborder ton travail et en même temps d'aborder de façon indirecte le processus créatif de l'écriture. Donc, moi, je voulais savoir ce que représentait pour toi l'écriture de façon globale. Est-ce que ça représente la liberté, la joie? Enfin, qu'est-ce que ça te... Alors, je dirais que l'écriture, bah, d'ailleurs, j'ai un peu tous mes livres ici. Là, tu vois, Nice au cœur de l'Atlas. Ah oui, voilà, le Clos de Megdouda, voilà.
Ah, ça fait une petite famille, hein. Voilà. La Lionne de Feu, voilà. Le voyage de la reine Tininan. Ah oui, oui, j'ai l'impression vraiment de présenter ma petite famille, hein. C'est Tiziri, Prince de ouais, ouais. Et voilà. Et puis, évidemment, la Lionne de Feu, qui est ton dernier ouvrage et qui est ouais, le dernier en date. Parce que si on dit dernier, non, c'est le dernier en date, en fait. en date, oui, tout à fait. Hein, voilà. Et alors, l'écriture est très présente dans ma vie. D'abord, par mon métier, en tant que journaliste à la ville et à la métropole, donc j'écris tous les jours. Parce que aussi je tiens un journal personnel et puis l'écriture en tant que loisir avec l'écriture de mes contes et de mes romans depuis quelques années. Voilà. Donc l'écriture, oui, occupe une place importante. Mais à la mesure où c'est mon métier, je mets aussi en œuvre d'ailleurs le processus créatif. Surtout si je dois faire le portrait surtout sur les portraits où ça demande plus de créativité. C'est-à-dire, par exemple, quel portrait? Ben là, je viens d'interviewer un jeune acrobate urbain, ouais. Ibrahima. Bon, ben c'est vrai que là, j'attrape chez lui des choses qui permettent de créer le texte. Bon, c'est un peu différent si on écrit sur les chantiers, sur l'urbanisme ou sur des sujets plus techniques. Mais j'ai interviewé aussi une journaliste brésilienne qui a appris l'occitan. Voilà, ça demande plus de création. Ça met en route le processus créatif. Donc pour moi, c'est un peu permanent. L'écriture est très 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 présente. Voilà. Alors je dis bonjour à Christina, Marie-Marie, Violaine qui nous ont rejoints. Merci. Bonjour à elle. Petit à petit, ça va se connecter, donc on va avoir du monde. C'est super. Alors donc qu'est-ce que tu ressens toi quand tu écris? Est-ce que je sais pas la question folle? Est-ce que ça te donne envie de chanter, danser, rire? Comme j'avais dit au début, m'inspirant d'un texte d'Elie Wiesel, écrire me procure un désir fou de danser. Ah oui, ça procure beaucoup de joie, beaucoup d'émotion. Surtout quand le texte arrive, quand le texte est là et qu'on sent que c'est les bons mots, qu'il y a une harmonie. Ah oui, beaucoup de joie, ça donne beaucoup de joie. Ça me donne beaucoup de joie. Est-ce que du coup, tu as des rituels d'écriture, des petits rituels comme ça, mais qu'on soupçonne pas forcément, hein. Moi, je sais que par exemple, moi, je sais que j'écris beaucoup en écoutant une musique un peu spécifique. Mais après, ça dépend. Je pense certains livres que j'ai écrits plutôt tard le soir ou la nuit, oui, je les ai accompagnés de musique. Après, cette idée de parler d'ailleurs du processus créatif, pour tout te dire, et je te l'ai déjà exprimé, ouais. C'est quelque chose dont je n'ai pas idée de parler, dont je n'aime pas spécialement parler, auquel je n'ai pas forcément réfléchi. J'ai le sentiment que c'est quand même quelque chose d'intime qui appartient à chacun, qu'il n'y a pas de règles précises. Mais du coup, en échangeant avec toi, je conçois que ce processus créatif, il est toujours présent. C'est comment on alimente l'imagination. Et en vérité, en ce qui me concerne, c'est en permanence. Alors, tout à l'heure, pour le texte que je dois écrire sur ce jeune que j'ai interviewé, le texte est venu tout seul dans mon esprit. Bon, je l'ai pas encore mis en route, mais le texte est venu. Bon, et ben c'est pareil, en pleine nuit, j'ai une idée, j'ai une accroche de la matière que je saisis. Voilà. Donc, on en a parlé là, un peu cette collecte d'informations. Il y a à la fois cette collecte d'informations, cette collecte de tout ce qui se passe, de tout ce qui alimente l'imagination. Donc c'est un processus permanent. Alors là, quelque chose quand on discute, quelque chose qui me parlait de cueillette, je trouvais ça très beau. C'est ça, il y a une cueillette qui se fait en permanence, mais c'est quelque chose qu'on ne dit pas, c'est en soi, donc c'est pas quelque chose dont je parle. Je sais pas si les autres auteurs en parlent, mais moi j'en parle pas. C'est quelque chose qui est très présent, comme un moteur qui m'anime, quelque chose qui est là. Voilà, je récolte en permanence. Voilà, c'est la récolte des champignons tout le temps, des champignons ou des fleurs. Mais c'est jour et nuit, c'est-à-dire que ça se commande pas. C'est quelque chose qui est très présent, voilà. Est-ce que tu t'endors? Et du coup, qui alimente. Pardon? Non, je voulais te dire, est-ce que parfois tu t'endors avec tes personnages? Je peux pas dire qu'ils me hantent, mais par exemple, Ninis la petite berbère, quand même, elle est très présente. C'est un personnage d'ailleurs qui m'a apporté énormément de choses, énormément de rencontres, qui étaient magiques. D'ailleurs, même ce poste de journaliste, je pense que c'est grâce à Ninis la petite berbère. Oui, oui, c'est comme un personnage qui me porte chance, ouais, qui est très présent. De là à me hanter, non, mais très présente, oui. Donc du coup, j'ai une affection
toute particulière pour cette petite Ninis. Et d'ailleurs, mes lecteurs, voilà, l'affectionnent particulièrement. Alors parfois on m'appelle Ninis, mais non, ça c'est le nom de mon personnage et qui n'est pas moi. Mais en tout cas, ça fait partie oui, de ma famille, de création, de ma famille littéraire. Ouais. Alors, dans tes textes, tu évoques donc cette culture berbère et moi, je trouvais que tes livres étaient très colorés, très tout en saveur, parce qu'on parle beaucoup de cuisine dans tes livres. D'ailleurs, je m'étais posé la question, finalement, c'est quoi ton plat préféré? Alors, déjà, c'est vrai que dans mes livres, il y a la cuisine, de la danse, des chants, une multitude de personnages, des animaux, de la nature. Après, la cuisine kabyle, c'est une cuisine assez consistante, hein, une cuisine de terroir. Parce qu'en Kabylie, les hivers sont très froids, par exemple. Exactement, c'est montagneux, oui. Donc, il y a beaucoup de plats à base de semoule. Mais et puis le couscous, qui est vraiment un plat berbère. Alors, le mot berbère, c'est un nom donné par les Grecs. Alors, on peut dire plutôt amazir. Amazir, c'est vraiment le mot pour désigner ce peuple millénaire d'Afrique du Nord et même au-delà. Alors moi, j'ai un plat que j'affectionne particulièrement. C'est un plat de couscous cuit à la vapeur, mais avec les légumes cuits à la vapeur, avec des fèves, avec des oignons, des fèves, des carottes, et ça s'accompagne d'œufs durs et parfois de viande séchée. Mais tout est cuit à la vapeur et il n'y a pas de sauce comme les couscous classiques En fait, c'est un plat opération corps de rêve, en fait, moi je dis. S'il n'y a pas, ça reste. C'est-à-dire, Opération corps de rêve, c'est que c'est bien, c'est équilibré, il y a tout. ah oui, oui, il y a tout. Mais c'est vrai que dans mes livres, il y a à manger, il y a ce qu'il faut. Il y a de quoi faire un festin, voilà. Alors, je sais pas si c'est le festin, je sais pas si c'est le festin de Babette, mais il y a le festin, il y a de quoi faire, oui, oui, il y a... Des fois, on salive, hein. Oui, il y a des gâteaux, oui, parce que dans Ninis au cœur de l'Atlas, c'est cette fameuse couscoussière qui s'alimente toute seule avec des cornes de gazelle, des gâteaux de dattes. Enfin, c'est incroyable. Dès que tout le monde a pioché dedans, hop, elle se réalimente toute seule. Oui, parce que il y a des côtés magiques aussi je fais appel à la magie. Ah, mais ça, c'est bien. Moi, j'aimerais bien avoir ça pour pas aller faire les courses. C'est bien pratique, ouais. Et est-ce que du coup, parce que là, moi, j'ai lu le coffre de Megdouda où je me suis vraiment régalée, notamment sur ce conte en particulier, parce que vraiment, je trouve que c'est. Est-ce qu'il y a plusieurs lectures? Ah, sur le premier conte, tu veux dire de la princesse astucieuse, ouais, dont le mari, quand elle se marie, alors déjà pour se marier avec le prince, c'est parce qu'elle a fait, elle a résolu des énigmes et donc le prince a voulu se marier avec elle, alors qu'ils n'étaient pas de la même condition. Tous les deux n'étaient pas dans la même condition, mais il lui dit le jour où tu seras plus astucieuse que moi, tu devras retourner chez toi. Mais finalement, elle déjoue cette injonction à la fin. Et c'est un personnage de femme très astucieuse. Et quand j'ai découvert ce conte que j'avais trouvé dans le Grain magique de Tao Samrouche, je me suis dit tiens voilà une image très valorisante et très belle. Et c'est comme ça, d'ailleurs, après que j'ai plongé dans d'autres contes, à la recherche, et tel un fil, j'ai tiré le fil et c'est tout un écheveau qui est venu. Lecture, oui, certainement. De toute façon, on y puise ce qu'on y veut. Mais c'est aussi un conte qui, à un moment donné, est aussi inspiré des mythologies anciennes, des mythologies grecques. Et même puisque dans ce conte, à un moment donné, elle résout une énigme, puisque quand le prince devient roi, il doit il rend la justice, et deux femmes se présentent avec un bébé. Alors, il y a une autre version avec une jument et deux paysans. En l'occurrence, deux femmes se présentent avec un bébé. Chacune dit c'est mon bébé, c'est mon bébé. Et le roi doit trancher, doit rendre la justice, voilà. Et ça, c'est des contes inspirés un peu du jugement de Salomon, donc des contes très anciens. C'est-à-dire que cette culture berbère, elle est inspirée, c'est vraiment une vieille culture, une vieille civilisation méditerranéenne qui a côtoyé les Phéniciens, les Grecs, les Romains, les Hébreux, puis plus tard les Byzantins, plus tard les Turcs, plus tard aussi les Arabes venus conquérir ces territoires. Donc c'est vraiment une culture très très ancienne avec vraiment des valeurs assez riches de civilisation. Et alors, en fait, dans le coffre de Megdouda, ce que j'ai trouvé également hyper intéressant, c'est qu'ils sont entrecoupés de proverbes berbères. Ah oui.
Alors, ça, c'est vrai que dans les 4 contes que j'ai écrits, peut-être plus le dernier, je me souviens plus. Oui, j'ai mis, d'ailleurs, dans les contes écrits par Mouloud Mamri et Tao Sambouche, on retrouve des poésies, des proverbes. Oui, je les ai, c'est tout un travail de recherche, à la fois ludique et puis qui donne les clés aussi des valeurs, des valeurs kabyles, berbères, Moi, en j'aime par l'occurrence. exemple celui-là, bon, au hasard, hein, parce qu'il y en a tellement. Le feu ne laisse que de la cendre, tu vois. La graine pousse comme elle est semée. Et en fait, il y a toute une réflexion à avoir derrière ça. Exactement, mais c'est lié au bon sens paysan et puis certainement des lois universelles, puisque les dictons populaires sont pas anodins, font appel au bon sens et à des réflexions très sensées, effectivement. Moi, j'aime bien celui qui possède celui qui sait tenir sa langue, possède plus en olivier. Voilà, l'équivalent du silence et d'or. J'aime beaucoup ce. Ah oui, oui, oui. Ou alors, ou alors l'exil est frère de la mort. Voilà, ça dit beaucoup de choses des peuples et des civilisations. J'avais une autre question concernant notamment La la laine de ligne feu, de oui. donc je voulais savoir bon plein de choses en fait parce que je l'ai lu, je me suis vraiment régalée. C'est voilà, j'ai beaucoup reconnu de la femme sauvage de Pinkola Esté, Ah oui. voilà. La Ah oui, oui. Femme qui court avec les loups, c'est pour moi une grande inspiration, surtout pour les livres plus récents. Oui, oui, bien sûr. Alors la lionne de feu, Et la lionne de feu. Ben, la lionne de feu, c'est un peu l'archétype de cette femme sauvage, voilà. hein, que décrit bien Clarissa Pinkola Estés dans Femme qui court avec les loups. D'ailleurs, je me suis commandé Femme puissante que j'avais déjà, mais aussi Femme puissante de Clarissa Pinkola Estés. Et ah oui, j'avais lu le Jardin d'Éden aussi. Ah oui, oui. Et donc Divya, cette reine berbère, a vraiment existé au Ouais. 7e siècle. Elle s'est battue contre les invasions arabo-musulmanes. Mais ce que j'ai plutôt aimé dans ce personnage, c'est sa liberté. Cette femme, oui, qui enfant se gambadait dans les montagnes, gambadait, chevauchait. Qui est rejetée par Et son puis, père au départ hein, dans l'histoire. Hein. ah, oui, oui, bah parce que quand à sa naissance, sa mère, elle décède, Ouais. et donc elle est rejetée, elle est élevée par sa nourrice. Et puis, mais par contre, elle refuse quand même d'aller avec les autres femmes et d'apprendre ce qui ferait d'elle une bonne épouse. Et c'est toujours quelque chose qui m'a toujours fascinée. Ouais. Alors on dit d'elle, alors elle a été vraiment, elle a été source d'inspiration pour de nombreux écrivains, notamment Gisèle Halimi, ou alors Kateb Yassine, qui a fait une pièce de théâtre, mais qui parle plus de son côté stratège, en place la stratégie, la terre brûlée, ce qui avait lu évidemment de son peuple et puis d'autres tribus berbères. Mais ce qui me fascinait chez elle, c'est ça, comment je l'ai connue, mais je pense que elle est ancrée dans notre femme kabyle. Lorsque j'ai fait l'émission le 8 mars dernier avec la coordination des Berbères de France, donc j'étais la première à intervenir avec ces lectures, et il se trouve que les autres femmes intervenantes aussi avaient, donc on avait le sentiment d'être connectées, comme si cette femme qui a existé des siècles auparavant nous insuffle voilà ce sentiment à la fois de liberté, Il y a le féminin sacré quelque part. Exactement, elle est très inspirante. Alors, on disait d'elle, je sais pas comment j'ai su ça, qu'elle avait autant de bracelets aux chevilles qu'elle avait d'amants. Pour moi, ça m'a toujours fasciné, ça m'a toujours plu. Mais c'est surtout cette énergie, comme si elle avait insufflé une énergie par-delà les siècles, et que, pour les femmes qui se battent, et bon, d'ailleurs, Gisèle Halimi aussi en parle vraiment dans son livre, et elle disait que c'était son père qui lui parlait de cette guerrière. Donc, c'est une figure importante et très inspirante. Et alors, Et la première de couverture qui est superbe, hein, vraiment, c'est Azal Belkadi, c'est ça? oui, alors Azal Belkadi qui est un grand artiste kabyle. Alors lui, il sait tout faire. Il est styliste, artiste peintre, lyrique. D'ailleurs, il a fait la tournée des Zéniths de France pour le spectacle Tard et les hommes libres. Bon, il est actuellement en Kabylie. D'ailleurs, il est allé voir sa maman malade malgré
des frontières fermées. Bon, ben là, par contre, tu peux pas rentrer. Mais c'est un artiste à part entière qui m'a raconté. Alors, je vais pas, peut-être que je dévoile un secret, mais il me disait quand il était enfant en Kabylie, il dansait un peu comme le roi Soleil. Il se levait la nuit et dansait comme le roi Soleil. Et quand il est allé un jour à Versailles, il s'est senti chez lui. Donc, c'est un artiste habité, inspirant. Voilà, qui chante, qui danse, qui crée des bijoux, qui crée des costumes. D'ailleurs, pour beaucoup de spectacles, il crée les costumes. C'est ce qu'il avait fait d'ailleurs pour Tard et les Hommes Libres. Vraiment, Tu as eu un spectacle. tu as une robe de création. Ah oui. Bah, il m'a confectionné une robe et un collier d'ailleurs. Ouais. Ah ouais, Pour moi, c'est une valeur inestimable parce que c'est vraiment un talent unique. Et d'ailleurs, il m'avait inspiré un texte. D'ailleurs, dans le voyage de Tini Hinan, j'avais commencé d'ailleurs par lui, alors où je lui dis rassure-toi, Azal. Et c'est vrai qu'il m'avait pour dire le secret, voilà, même si j'aime pas donner mes secrets, mais il m'avait téléphoné en me disant voilà, j'ai perdu ma voix. Et du coup, ça m'avait inspiré ce texte. Et je lui ai dit mais rassure-toi, cher Azal, ta belle voix va revenir. Et il dit mais je me sens triste car depuis quelques jours, je ne peux plus chanter. Oui, tu ne peux plus chanter pour l'instant, mais ta voix, tu vas la retrouver. Il te faut juste un peu de patience. Tu es le ténor de la Méditerranée. Tu hisses Eshwerp, le chant berbère traditionnel au ciel de la beauté. Tu ressuscites les poèmes ancestraux, ceux qui tissent l'épopée des peuples. Bientôt, tu feras revivre au cœur des montagnes kabyles l'écho des chants majestueux, ceux de la divine Taos. Tu es le prince de Carthage. Ta voix inonde la Numidie depuis des siècles. Que dis-je depuis des millénaires? Tes chants ressuscitent les pierres de Rome, de Tingad ou de Saldae. Ô toi, frère de Massinissa, ne t'inquiète pas, ta lyrique et puissante voix va renaître au printemps quand les narcisses refleuriront. Voilà, il m'avait inspiré ce texte. Voilà, et c'est un artiste très inspirant bon, un ami, mais un artiste tellement génial au-dessus de tout, et je suis fière qu'il ait fait la couverture de cette lune de feu. Oui. Alors, je voulais te poser la question, à un moment donné, est-ce que tu penses que l'auteur doit systématiquement être engagé pour faire avancer des causes? Et finalement, à travers la Lionne de Feu et même à travers Nice, ça reste très engagé. Le cinéaste Ali Moussaoui avait dit un jour en venant à Montpellier, lorsqu'on écrit ou qu'on crée autour de la culture berbère, forcément on est engagé. On est engagé au sens où c'est une langue à défendre, un patrimoine à défendre. Hier, j'ai interviewé Marie-Jeanne Verny, qui est présidente du CRO et qui œuvre pour la promotion de la langue occitane. Mais oui, toutes ces langues, toutes ces cultures, ce sont des patrimoines à ne pas laisser mourir, à défendre contre l'oppression aussi, donc forcément, en tout cas, en ayant comme matière la culture amazigh, on est forcément, oui, un peu militant et engagé. Oui, forcément, on est engagé. C'est une œuvre jeunesse, c'est une œuvre joyeuse, mais oui, qui a un certain engagement, qui prône. Alors après, ce sont les lecteurs qui le disent. C'est-à-dire qu'en écrivant, je vais pas me dire ah ben oui, mon objectif est de valoriser. Mais c'est mon terreau, c'est ma matière, et il se trouve que cette culture est en lien avec un engagement, avec la nécessité de la défendre, de la promouvoir. C'est le terreau où poussent tes mots. Ah, que c'est beau. Ouais, c'est beau. Oui, moi je dis toujours c'est avec ma goutte d'eau dans ma main et je fais avec ça et je cultive cette goutte d'eau et je puise dans l'histoire qui est très riche, dans les rites qui sont très riches. C'est extrêmement parce que moi j'ai lu alors vraiment alors quand Ninis elle est avec sur sa cigogne, elle voyage énormément, donc là on part vraiment, on fait du tourisme. Enfin pour moi j'ai fait du tourisme, hein, c'est-à-dire que on va d'un village, on va à l'autre, on a tel paysage, enfin oui. Et je suis même allée sur internet voir les paysages. C'est vrai. D'accord. Mais alors déjà, la cigogne s'appelle Taos Tileli, oui, voilà. Tileli qui veut dire liberté en kabyle. Et c'est vrai. Alors, je n'ai pas lu le voyage de Neil Holgersson. Je n'ai pas lu. Ouais.
voilà, je l'ai pas lu en fait, hein. Je m'étais acheté, mais je l'ai pas lu. Mais cette cigogne, c'est vrai qu'un jour en Kabylie, je vois cette cigogne incroyable qui renverse sa tête et qui claque. Enfin, et sur le clocher d'une église, d'ailleurs, dans un village kabyle à Sicile, je crois que ça m'a inspiré. Cette cigogne, je l'ai vue. Et du coup, oui, c'est un voyage. Oui, ce livre me touche beaucoup. D'ailleurs, à un moment donné, je fais vraiment référence à ma région avec la fête du printemps, une fête qui accueille le printemps, une fête païenne d'ailleurs. Et il y a 2 ans, j'étais en Kabylie justement au moment où il y avait cette fête. Tous les enfants reçoivent un panier de bonbons. Les femmes vont dans les champs chanter avec une qui joue du bendir. C'est vraiment l'accueil du printemps. Et les femmes font ce fameux couscous, donc à base de légumes, tout est cuit à la vapeur. Et ce sont des fêtes, oui, ancestrales pour accueillir le printemps. Donc dans ce livre, on voyage. Après, il y a des petits clins d'œil, des petites choses qu'on peut, alors à la fois à découvrir et à la fois certaines choses qu'on peut reconnaître, oui. Voilà. Et j'avais une autre question, toujours, puisque là, je te fais l'interview, voilà. Je vais pas te faire les questions un peu étranges, parce que j'aime bien faire ça des fois. Je l'avais fait pour Ibanez, où j'avais vraiment posé des questions étranges. Et, mais elle est dans Célia est dans la science-fiction, parce que je suis pas dans la science-fiction. Justement, ma question était, est-ce que tu envisages d'autres formes d'écriture, comme la poésie, la science-fiction, un policier? Non. Ah ben non, non, non. La poésie, alors même si dans mon œuvre il y a beaucoup de poésie, Il y a de la poésie. je sais pas écrire. Oui, oui, c'est poétique, mais je sais pas écrire de la poésie. Les policiers, non. Dans la mesure où mon travail est aussi une forme d'engagement. Peut-être qu'un jour j'écrirai un policier, pourquoi pas, je sais pas. Mais dans la mesure où mon travail est aussi comme un peu une mission d'ailleurs. Hein. C'est un univers. Oui, mon univers est celui-là. Donc non, écrire de la poésie, non. Des policiers, non. La science-fiction, non. D'ailleurs, j'en lis pas de la science-fiction. À part Ray Bradbury il y a bien longtemps, Tolkien. Ah oui. Mais est-ce que tu as lu Faerie de Tolkien? Non, non, non. À lire. Moi, je l'ai pas lu. Ouais. Juste, d'ailleurs, en parlant d'auteurs, quels sont tes auteurs mentors quelque part? Les auteurs qui t'ont marqué? Il y a Pinkola Esté, on avait discuté. Oui, mais après, ça change aussi en fonction du temps. Parce que quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup lire Stefan Zweig, Confusion des sentiments ou Lettre à une inconnue. Et d'ailleurs, récemment, j'ai lu un livre, alors je me souviens plus du titre, où il part au Brésil, il s'exile au Brésil au moment de la guerre, et ça finit un peu mal puisqu'il se suicide. Même plus jeune, j'avais beaucoup aimé Psychanalyse des contes de fées, et j'avais lu pas mal de livres de Bettelheim, comme Survivre ou Cœur conscient. Et je crois qu'après, les choses évoluent au fil du temps. Alors évidemment, j'ai pris quelques livres là sous les yeux. Bon, j'ai pris la psychanalyse, voilà. Par exemple, l'introduction à la psychanalyse. Bon, ça j'aime bien. Tous les livres un petit peu comme ça, voilà. J'ai pris, alors là oui, j'ai un livre. Alors voilà, tu vois, Libérer la femme puissante, Clarisse Nessé. Ah ouais, je l'ai en ce moment aussi. Voilà, voilà. Bon, ça c'est des lectures en cours. Bon, j'ai la magie des contes de Jean-Claude de Bailleul, qui travaille beaucoup sur la magie des coïncidences. Voilà. Bon, j'aime aussi les livres un peu plus politiques, comme là, je l'ai ressorti, Ma vie à contre-courant de Jamila Benhabib, qui est une amie. Alors là, on est sur autre chose, on est sur des choses beaucoup plus engagées. Il y a le livre de Céline Pina aussi, Silence coupable. Donc j'aime aussi les livres plutôt politiques. J'aime beaucoup les essais. Ouais. Après, je pense que les livres, alors vraiment, Femme qui court avec les loups, ça a inspiré mon œuvre ces derniers temps. Ça, c'est vrai. Après, voilà. C'est vrai que je lis pas de science-fiction, peu de poésie, mais beaucoup d'essais politiques, beaucoup d'écrivains aussi maghrébins qui sont souvent des amis. Et d'ailleurs, j'ai souvent fait depuis que je suis jeune comme ça une alternance entre les livres de la littérature française et de la littérature d'Afrique du Nord. Donc on commence par Mouloud Firaoun, Mouloud Mamri, Tao Samrouche, tous ces gens, Mohamed Dib, Kateb Yassine, on continue par
voilà, tous ces auteurs qui font partie vraiment des classiques. Voilà, bon, donc moi, j'ai toujours jonglé avec Avec les deux. avec ces auteurs, avec ces deux univers littéraires. Après, c'est vrai que Femme qui court avec les loups a pris beaucoup de place, mais je lis beaucoup de choses aussi autour des contes. Oui, voilà. Mais surtout, voilà, des essais. J'aime bien les essais philosophiques, les effets psychanalytiques, les essais politiques. Voilà, ça. Tu es Même si journaliste, de mes engagements, il y a une déformation voilà. professionnelle peut-être où tu as une accroche qui est plus pertinente par rapport à ça, je pense, non? Alors, ben, il est vrai que en écrivant au Journal de la Ville et la Métropole, forcément, c'est aussi la valorisation d'une politique hein, municipale et métropolitaine. Après, c'est vrai qu'il y a tout un flot d'informations, on est obligé de lire. Là, par exemple, je vais faire un article sur la loi du 8 avril qui concerne la valorisation des langues régionales dans l'enseignement, donc qui vient de faire l'objet d'un recours au Conseil constitutionnel. Donc, il y a tout ça, voilà, beaucoup de lectures juridiques, beaucoup de lecture. Alors récemment, j'ai lu Une chambre à soi aussi. Hein. Alors ça, qu'on peut associer avec ben oui, qu'on peut associer avec le processus créatif des femmes où elle dit il manquait à celles qui étaient douées pour affirmer leur génie de quoi vivre, du temps et une chambre à soi. Et là, je pense que c'est toujours d'actualité parce que écrire alors qu'on a un métier à côté, l'idéal c'est de faire que ça, quoi, de consacrer son temps d'auteur. Amélie Nothomb écrit tous les matins de 5 heures du matin à 9 heures. Je l'ai entendu une fois dans une émission, mais ouais, c'est génial. Mais quand on a un métier à plein temps, bon, l'écriture, on a un petit peu moins de temps. écrivait 2 heures par jour, mais Oui, mais j'ai vu toujours par Mons voilà, quoi. Par contre, c'est ça. tu prends Balzac écrivait 13-14 heures d'affilée, il buvait 50 cafés, j'ose même pas imaginer sa tension. Mais donc en fait chaque auteur a son process. Ah ben, après, l'idéal, c'est de ne faire que ça, quand même, l'idéal. Après, ça dépend. Moi, je dis c'est comme le désir. Hein. Des fois, ça vient, des fois, ça vient pas. Alors moi, j'ai pas de problème d'inspiration parce que j'ai même des projets pour 7 livres d'ailleurs. Oui, j'ai aucun problème d'inspiration. Mais c'est voilà. J'ai pas de problème d'inspiration. C'est juste bon, ben l'élan, le temps, des tas de choses à gérer, des tas de choses à faire et puis s'y mettre, voilà. Mais là d'ailleurs, en tout cas, au niveau mental, c'est vrai que, en tout cas, cette collecte, elle est incessante. Cette cueillette, d'ailleurs, est incessante. C'est une cueillette d'inspiration et de, comment dire, pour après pouvoir faire des bouquets de mots et des livres. Eh bien, écoute, ouais. Voilà. Alors, tes projets 2021, il y en a quelques-uns quand même, hein? Alors, au niveau de ma vie littéraire, j'ai plusieurs invitations là, notamment aux Journées internationales, tchèques, voilà. Alors, ça se passera à Prague, plus d'autres villes de Tchéquie. Et c'est organisé par Libouze. Alors, j'avais noté parce que Libouze Adarova, qui est membre de l'association mondiale Amazir, je l'ai rencontrée en fait sur les réseaux sociaux et elle est passionnée par la culture berbère. Et donc, elle m'a invitée avec un autre écrivain ici, parisien, un poète, Brahim Sassi. Donc, on est censé se retrouver en fin d'année à Prague. J'ai aussi une invitation dans les Pyrénées-Orientales, à Prat de Molo, Prat de Molo cet été. Cerdagne. Voilà. Comment? En Cerdagne, j'adore. Voilà. Mais c'est-à-dire que j'avais rencontré, c'était quand j'étais allée l'année dernière à Perpignan dans le palais des, c'était quoi le palais des rois, le palais des rois de Majorque, voilà. Et j'ai rencontré des personnes qui m'ont invité, donc j'espère pouvoir y aller. Donc ça, c'est vraiment au niveau de la vie littéraire. Après, il y a pas mal de citations. Hein. Donc j'avais fait un enregistrement qu'on peut trouver sur ma page Facebook le 8 mars avec d'autres femmes à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Dora Mergab, Siam la magicienne qui danse et d'ailleurs qui à un moment aussi parle de la Lune de feu dont elle est vraiment inspirée, tu les as vues. Hein. Une autre Sissi Maziten aussi que en fait je découvre au moment de l'émission. Et elle évoque un chant. J'ai dit, ce chant, je l'ai appris il y a très longtemps. Et elle me dit, oui, on faisait partie de la même chorale à Paris il y a autrefois, il y a très longtemps. Voilà. Je l'ai retrouvé comme ça.
Donc ça, c'était une émission. Bon, j'ai enregistré, alors peut-être le JT de Canal Algérie, ça, je sais rien pour l'instant. En tout cas, on a fait l'enregistrement. Et puis, quoi d'autre? Oui, à Saint-Étienne, j'ai eu une invitation aussi cet été pour les 20 ans de l'association Numidia, présidée par Malika Sibous, qui est vraiment très active aussi pour la culture amazigh. Voilà. Donc au niveau littéraire, il y a des choses, et puis peut-être qu'à Montpellier, des choses vont reprendre. Peut-être le salon de Figuerolle en septembre. À voir. Alors là, la comédie du livre cette année, elle sera virtuelle à Montpellier là en mai. Ah, Elle d'accord. sera faite. Voilà. Bon après là, moi je n'y serai pas, mais voilà. Donc au niveau des sollicitations, oui, ben ça Et continue. toi, chaque année, Il y en a. Oui, oui. tu faisais la comédie du livre chaque année. Ah ben je l'ai fait 8 années. Je l'ai fait 8 ans. Ouais. Et ça, c'est très agréable de rencontrer ce public, de rencontrer ses lecteurs. Oui, ça, c'est vraiment un moment pour ceux qui aiment les livres. C'est un moment Ah, magique. Euh, ouais, c'est top. Tu l'as vécu toi aussi, hein? Ah oui, c'est magique, c'est fabuleux d'être sur cette esplanade pendant. Même juste qu'en visiteur d'ailleurs, hein, je veux dire, Ah oui, oui, mais les deux. Ah oui, que ça soit en visiteur ou en tant qu'auteur, on éprouve des sensations assez extraordinaires. faut juste y aller avec le caddie à roulettes parce qu'en fait, tu repars chargé de livres. Mais même en tant qu'auteur, hein, on achète les livres des collègues Ouais, du même ouais, ouais. stand. Et côté écriture, je voulais savoir quels sont tes projets en cours et à venir. Alors, écoute, oui, ben écoute, j'en ai plusieurs. C'est pour ça que ma collecte continue. C'est vrai que j'aimerais faire encore 3 Ninis. Mhm. Alors, c'est quelque chose que j'avais prévu déjà de faire. J'aurais aimé avoir terminé, mais bon, là, j'ai pas terminé. Mais c'est les Ninis. J'aimerais bien boucler la collection, hein, en tout cas avec 2 ou 3 autres ouvrages. Chez les Touaregs, au pays de Baudelaire, sur les sentiers de Kabylie. Voilà, faire un travail aussi autour des ânes. Ah, Et c'est chouette. puis, ouais, donc là, j'ai récolté beaucoup de choses autour des ânes. Enfin, tout ce qu'il y a sur les ânes. J'ai récolté. Et puis, c'est un âne, un animal vraiment que j'affectionne. J'ai aussi commencé à travailler sur les contes érotiques. Mhm. Et c'est justement Azal qui m'en a raconté pas mal. Et des choses à la fois érotiques, à la fois grivoises. Donc, il y a aussi de la matière. Donc, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas. Quand j'ai un peu découvert ça, je me suis dit, mais c'est incroyable. Il y a une liberté, un ton tellement impertinent, tellement incroyable. Après, c'est vrai que j'aimerais aussi écrire un livre sur ma mère, la petite Kabyle de Paris, mais donc il faudrait que je l'interviewe, que je joue avec elle. Bon, ça d'un point de vue émotionnel, c'est peu, un peu Compliqué. particulier, mais c'est vrai que la mémoire des personnes d'un certain âge, il faut la collecter avant qu'elles s'en aillent. J'ai un oncle là qui est décédé du Covid et j'avais vraiment l'intention de l'interviewer, lui poser plein de questions. Et malheureusement, il est parti et c'est vrai que c'est terrible. Ces gens qui sont, il faut collecter leur mémoire. Et puis après, peut-être des choses plus engagées, voilà. Mais j'ai des tas de choses dans ma besace, je Plus dirais. engagé, enfin, c'est déjà quand même, je trouve, ton écriture est quand même déjà bien engagée, donc c'est super. Enfin, vraiment, c'est. Et là, ton livre. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est vrai que je suis mis dans la section jeunesse. Mais en vérité, si on se penche sur mon travail, on voit quand même qu'il y a voilà ceux qui pensent que c'est parce qu'une fois un écrivain qui après m'avait invité dans un café littéraire m'a dit oh ben je vois à peu près ce que tu fais. Et quand il s'est plongé dans mon travail, il a vu que c'était pas aussi innocent, aussi anodin. Voilà. Moi, je dis, bon, évidemment, on peut parler d'une littérature jeunesse, mais moi, j'aime à dire que j'écris pour les petites et les grandes personnes. Oui. On peut tout à fait transposer. Enfin, c'est un peu psychanalyse des contes de fées. De toute façon, il y a toujours plusieurs lectures dans un conte, hein. Exactement, on y puise exactement ce qu'on y veut, voilà. Alors, ton livre, avant de terminer, je voulais remercier tous les gens qui sont connectés au fur et à mesure hein, d'être là. Oui, merci à eux, bien sûr. Et donc, on pourra voir cette rencontre en replay. Alors, ton livre de ta table de chevet actuellement, qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que je lis en ce moment? Ah, je lis, ah oui, il est là-bas. C'est le Touareg aux yeux verts de Idir et Tamara. C'est un ami et je lui ai acheté son livre que j'avais rencontré dans un salon du livre à Paris. Un monsieur linguiste, un professeur de français et un linguiste. Et je suis en train de lire ça. Le Touareg aux yeux verts.
D'ailleurs, ça m'a fait penser à un livre que j'avais lu il y a très très longtemps de Laïla Sebar qui s'appelait Le chinois vert d'Afrique. Voilà, ça m'a fait penser à ça. Donc là, voilà, je suis en train de lire ça, le Touareg aux yeux verts. Et si tu avais un message à transmettre aux personnes, aux jeunes auteurs qui écrivent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire là tout de suite? Oh, ben écoutez, de se lancer. Et l'autre fois, j'avais vu une interview de comment il s'appelle, de Bernard Werber, c'est ça, Oui. qui disait ben, écrivez, écrivez, écrivez. Il faut se lancer, pas avoir peur de se lancer. Que quand même le travail d'écriture demande du travail, demande de la relecture, travail de correction. Hier, j'entendais dans un reportage l'angoisse de l'auteur, c'est la première relecture. Effectivement, c'est un peu la validation. Est-ce que ça plaît, est-ce que ça ne plaît pas? Il faut déjà que ça plaise à soi. Après, quand même, le message fort que j'ai, c'est quand même il faut se trouver une identité. Une identité et alors non pas un créneau, mais il faut que notre œuvre soit quand même identifiée et avoir une personnalité. Oui, comme une marque de fabrique en fait. Voilà. Moi, je suis assez contente. Je me dis avec Nini Sapti Berber, c'est vrai que je me suis trouvé une marque de fabrique, même si je n'ai pas fait que ça, mais c'est identifiable. En tout cas, il faut que celui qui écrit se lance ait un univers particulier, voilà, comme une forme de voilà sa personnalité, une marque de fabrique. En tout cas, ben, je te remercie. Je voulais juste te demander avant de clôturer, de dire au revoir à tous nos spectateurs. Le temps passe vite, hein, ça passe vite. Oui, Hein. oui, oui. Où c'est qu'on peut trouver tes livres auprès de toi? Alors, oui, mais je pense que sur Amazon, on peut les trouver, sur Internet, on peut les trouver, puisque c'est pas une diffusion très très importante. On peut me contacter en privé aussi, mais mon éditeur en vend aussi quelques-uns. Bon, il a arrêté en fait son activité, hein, Édite Inter, mais comme parfois je l'ai au téléphone, il me dit mais il en vend quand même quelques fois et acquis par Internet en fait, voilà. Donc alors je montre La Lionne de Feu, moi que j'ai adoré, la première de couverture est juste superbe, de Hazal Belkadi. Et donc ça c'est ton dernier ouvrage en date. Après il y a toute la série des coffres, enfin des contes kabyles, dont le coffre de Megdouda. Et nous avons toute la série avec Ninis, la petite berbère. Donc alors là vous en avez quelques-uns, donc il y a de quoi faire. Ah oui, ça c'est le cœur de l'Atlas et Ninis. Et les Ninis et le secret de la Soumam. Voilà. Parce que la Soumam, la vallée de la Soumam, c'est toute ma région en Kabylie et qui a été pour moi une grande source d'inspiration. Eh ben, écoute, Fatima, je te remercie infiniment pour cette rencontre live. J'invite donc les spectateurs à revoir, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, le début du live. Donc, je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt pour un prochain live le mois prochain. Et n'hésitez pas à Fatima. Merci Fatima. Au revoir, à bientôt. Au revoir, merci.